Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nomino ergo sum. Je nomme donc je suis. Dirigé par Alain Koyannis et Marcienne Martin. La collection Nomino ergo sum est dédiée aux études lexico-sémantiques et onomastiques, sans exclure de manière plus large celles qui prennent comme objet le fonctionnement et la construction de la signification, au plan discursif, interactionnel et cognitif. Tous les champs de l'humain sont concernés: histoire, géographie, droit, économie, art, psychologie, sociolinguistique, mathématiques, pour autant que l'articulation épistémologique se fasse autour des lignes de force de l'intelligibilisation linguistique du monde. Comité scientifique. Victor Alouche, Université de Montpellier, Gérard Baudet, Institut français de l'éducation, École normale supérieure de Lyon, Georges Bottet, président honoraire de l'Institut Psychanalyse et Management, membre de l'Association européenne de psychanalyse Nicolas Abraham et Maria Torok, Kurt Brenner, Université de Heidelberg, Allemagne, Vlad Koyokaru, Institut de philologie romana, IACH, Roumanie, José do Nascimento, IUT Orsay, Université Paris-Sud, Claude Ferral, Université de la Réunion, Laurent Gauthier, Université de Bourgogne, Sergei Gorajev, Université Gorki et Ekaterinbourg, Russie, Julia Kuhn, Université de Vienne, Autriche, Judith Patouma, Université Sainte-Anne, Canada, Jean-Marie Prieur, Université de Montpellier, Dominique Tiana Razafindra-Tsimba, Université d'Antananarivo, Madagascar, Michel Tamine, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Diane Vincent, Université Laval, Canada. 18e colloque de la Société française d'onomastique, présentation. Le 18e colloque d'onomastique, organisé par le Société française d'onomastique, SFO, en collaboration avec le Congrès permanent de la langue occitane et avec le soutien de deux organismes importants, à savoir l'Office public pour la langue occitane, OPLO, et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLFLF, s'est déroulé à Toulouse les 17, 18 et 19 janvier 2018. Il était consacré, pour sa partie méthodologique, à l'étude des circulations linguistiques, et pour sa déclinaison régionale à l'onomastique occitane. 1. Les circulations linguistiques en onomastique. Sans doute la notion de circulation linguistique en onomastique méritait-elle les éclaircissements auxquels était destinée la première partie du colloque. En réalité, ce thème s'inscrit dans une parfaite continuité avec celui du colloque d'Aix-en-Provence 2010 qui, en posant la question du sens du nom propre, invitait à s'interroger sur la nature et le fonctionnement des éléments onomastiques. Or, lorsqu'ils font l'objet d'une approche scientifique, ces éléments donnent lieu à classement en diverses catégories, aussi bien en anthroponymie, nom d'origine, nom de métier, sobriquet, patronyme et matronyme, etc., qu'en toponymie, micro-macrotoponyme, oronyme, hydronyme, agiotoponyme, agronyme, etc. Et il était donc tout indiqué que l'on se propose d'examiner dans le cadre d'un autre colloque la pertinence scientifique de ces catégories, les relations Q', elles entretiennent, et les conditions dans lesquelles certains éléments passent de l'une à l'autre, autrement dit que l'on s'interroge sur les critères permettant d'établir des typologies et sur la pertinence de ces typologies. 2. Problèmes généraux. Cette problématique est posée d'emblée par Jean-Louis Vaxelaire, qui dresse un inventaire des typologies onomastiques dans le cadre d'une approche en synchronie dynamique, depuis celle qu'élabore le philosophe F. Zaby dans les années 1960 jusqu'à la plus récente établie par les linguistes Van Langendonck et Van de Velde en 2016. Si ces essais taxinomiques présentent l'avantage de montrer toute la diversité et la richesse de la catégorie des noms propres, ils mettent aussi en évidence la difficulté qu'implique la délimitation du champ qu'ils occupent dans la langue, et celle que suppose la détermination de critères qui permettent de les identifier. Relativement à ce dernier point, Gisèle Vaxelaire montre que le référent ne saurait à lui seul constituer un critère satisfaisant, dans la mesure où la distinction entre nom propre et nom commun dépend également des éléments contextuels susceptibles de faire basculer dans l'une ou l'autre catégorie une même unité linguistique. C'est le cas par exemple des noms de peuple, dont l'auteur affirme qu'ils peuvent être employés en tant que nom propre ou comme nom commun selon les contextes. C'est une application particulière des relations entre toponyme et référent qu'étudie Daniela Butnaru, dans le dictionnaire que le linguiste roumain Dragos Moldovanu a récemment consacré à la Moldavie. Si cet ouvrage a pour ambition de rendre
la réalité toponymique trouvée sur le terrain. C'est d'une part qu'il intègre une dimension étymologique orientée vers la motivation de la fixation, d'autre part et surtout parce qu'il met en œuvre des champs toponymiques constitués par l'analyse des relations linguistiques qu'entretiennent les toponymes fixés dans un même bassin géographique ou autour d'une même réalité référentielle, par exemple un village, un pont, etc. C'est alors la relation de contiguïté qui induit une chaîne dénominative développée par un processus de transfert toponymique. Inversement, peuvent intervenir des phénomènes de différenciation, lorsqu'une réalité référentielle, par exemple une localité, se trouve segmentée en éléments dont les noms rappellent par leurs caractéristiques linguistiques, dérivation diminutive, création syntagmatique, etc., l'entité originelle. Il résulte de ces partis pris méthodologiques de nombreuses conséquences lexicographiques, relatives en particulier à l'organisation des articles du dictionnaire. C'est un tout autre aspect des circulations linguistiques qu'illustre la communication de Carol J. Léonard et Estrella Diaz-González, celui des emprunts de termes génériques français désignant des entités géographiques opérées par la toponymie du Canada, à l'exclusion du Québec et des États-Unis, les auteurs considérant que les circonstances entourant la genèse des emprunts, le dénombrement de leurs occurrences et l'état de leur distribution, sont encore insuffisamment documentés. Le critère essentiel d'identification des emprunts, qui consiste dans l'adéquation référent signifiant-signifié, permet de valider 7 termes génériques d'origine française, but, chute, coulée, etc., suffisamment fréquents pour que puisse être entériné leur statut d'emprunt. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Il reste à expliquer les disparités dans la densité de leur implantation, à confirmer pour certains l'adéquation entre le référent et le nom, et pour tous à restituer l'histoire de l'emprunt. C'est encore la relation entre le référent et le nom propre qui est interrogée par Samaneh Rajaïdou, mais dans un cadre complètement différent, puisqu'il concerne l'onomastique littéraire iranienne, l'auteur se proposant d'étudier à travers les noms qu'ils portent, la construction de l'image des personnages dans l'œuvre de Zoa à accent circonflexe Pirzad, romancière iranienne d'origine arménienne. Plusieurs aspects sont pris en considération. D'une part, les caractéristiques phonétiques qui induisent une musicalité différemment appréciée dans des langues aussi éloignées que le persan et le français, mais aussi l'effet d'étrangeté que provoque chez le lecteur iranien l'irruption de prénoms français d'origine latine, Émile, Émilie, Elmira, tandis que les prénoms iraniens symbolisent à travers l'harmonie de leur sonorité la cohésion familiale. D'autre part, l'attribution à certains personnages de prénoms antonomastiques, C', c'est-à-dire homonymes de noms communs et fournissant ainsi des informations sur leur statut social, leurs caractéristiques et leur destin. Ainsi le caractère céleste de la beauté de Mamonir est affirmé par l'homophonie du prénom Ma avec le nom commun qui désigne la lune. Enfin, l'intertextualité, qui constitue l'essence de la tradition littéraire de la langue persane, est appliquée à l'onomastique. Lorsque les noms des personnages évoquent des héros emblématiques ou illustres de la littérature iranienne, ils suggèrent des similitudes de caractère ou de comportement avec leur inspirateur et constituent par conséquent une clé de lecture de la trame romanesque. 3. Relation entre catégories en toponymie. Comme on le voit, le cadrage général de cette première section concerne principalement les relations entretenues par le nom propre et le référent, dans des situations ou des contextes très divers au demeurant. Un deuxième axe envisageable a été exploité par 6 communications, qui se sont attachées à l'analyse des relations entre catégories onomastiques dans le domaine de la toponymie. Là aussi, les recherches ont été conduites dans des contextes très particuliers voire exotiques. Ainsi, en proposant une investigation focalisée sur les phytotoponymes d'origine quechua, Marc-Alexandre Beaulieu révèle toute l'originalité d'un système antérieur à l'arrivée des conquistadors espagnols au début du XVIe siècle, système dans lequel le toponyme prend une double valeur référentielle, à savoir phytonymique, éventuellement zoonymique et locative, et dans lequel s'établit fréquemment une circulation entre les deux domaines. Il peut en résulter des ambiguïtés référentielles, résolues en situation de communication orale, grâce à des indices contextuels et sémiques. Nous nous trouvons là encore aux antipodes des théories du nom propre, qui le décrivent comme désignateur dépourvu de dimension sémique. C'est également vers des cultures lointaines que nous entraîne Marcienne Martin,
lorsqu'elle envisage le parcours conduisant du totémisme à la toponymie chez des peuples amérindiens d'Amérique du Nord. En fondant sa communication sur les acquis de l'anthropologie, entre autres sur les travaux de Claude Lévi-Strauss, elle rappelle d'abord que l'animisme constitue un fondement culturel essentiel pour les populations concernées, qui construisent leur identité à partir d'un nom totémique renvoyant à un être mythique symbolisé par une espèce animale ou végétale et susceptible d'intégration toponymique. La totémisation se manifeste alors à travers des noms évocateurs d'animaux fétiches, ou encore des syntagmes dont le sens reste parfaitement clair pour les locuteurs concernés, par exemple l'île où les ours polaires sont couchés. Nous revenons avec la communication de Jean-Claude Bouvier, vers des rivages plus familiers, pour aborder une question essentielle des sciences onomastiques. À partir de quel moment ou de quel seuil un élément du lexique général perd-il sa qualité de nom commun pour gagner celle de nom propre, et existe-t-il des indices de cette mutation? En forgeant le néologisme toponymoïde, inspiré par l'articloïde de P. Abisher, l'auteur met l'accent sur le caractère dynamique et transitoire du processus de toponymisation. Une enquête conduite dans différents types de documents écrits, chartes, censiers, cartulaires, etc., permet de mettre en évidence des indices syntaxiques ou métalinguistiques annonçant un toponyme. Il peut s'agir de présentatifs comme qui est dit, nommé, etc., de prépositions à, en, envers, etc., de tours tautologiques répétant un générique, près après la dame, ou encore de l'absence d'article. Les indicateurs de direction associés aux noms de voies de communication peuvent également être pris en compte, mais comme le souligne l'auteur, la distance qui sépare la dénomination officielle de l'usage oral et quotidien est parfois considérable. C'est d'ailleurs dans cet usage, et en raison de son caractère labile, que les observations sont à la fois les plus délicates et les plus riches. L'enquête débouche sur une typologie des processus de toponymisation, qui montre qu'il n'existe jamais de rupture franche entre les deux domaines, mais au contraire des continuums, des tuilages, des hésitations, des régressions, le tout témoignant de la complexité du fonctionnement de la langue. Quelles relations entretiennent la toponymie et l'odonymie dans le paysage périurbain? Telle est la question que se propose d'examiner Stéphane Gendron à partir d'un terrain d'observation, regroupant 16 communes de la périphérie de la ville de Tours. Une première approche, d'ordre synchronique, dresse un état des lieux et montre une situation assez contrastée depuis des communes qui intègrent dans l'odonymie nouvelle une part importante de toponymes anciens, jusqu'au cas limite de la ville aux dames, qui a fait table rase de la toponymie traditionnelle, et qui, pour illustrer le complément déterminatif du nom de la commune, d'ailleurs interprété abusivement, a créé une odonymie quasi totalement dédiée à des noms de femmes. Mais d'une manière générale, on peut déplorer les progrès d'une odonymie thématique artificielle, qui livre les voies de quartiers entiers au nom de fleurs ou d'oiseaux. Cependant, au-delà d'éléments purement statistiques doivent intervenir des considérations plus politiques, orientées vers la hiérarchisation des voies dénommées. Ainsi, dans les communes de Larçay et Saint-Avertin, les toponymes anciens ont été affectés aux voies les plus importantes. Une seconde approche, diachronique et linguistique, examine les altérations subies par les toponymes lorsqu'ils deviennent odonymes. Là encore, la diversité des modifications permet d'établir une typologie impliquant les mots grammaticaux, les changements de nombre, des réductions et des expansions, mais aussi des remotivations, qui comme toujours présentent un intérêt particulier. Les deux dernières communications de cette section sont consacrées aux relations particulières qu'entretiennent les hydronymes et les oronymes, auxquels s'ajoutent souvent des toponymes. Dans la première, Michel Tamine analyse un corpus d'une trentaine de toponymes composés de l'élément somme, originellement oronymique plus hydronyme, formation caractéristique de l'ancienne région Champagne-Ardenne, Sompy, Sommerance, etc., et de quelques départements voisins. Une discussion portant sur le statut de somme et des allomorphes somme-sem, que l'on trouve à la source des cours d'eau mais aussi comme microtoponyme isolé avec valeur oronymique, montre qu'il a été diversement interprété sémantiquement et grammaticalement par les toponymistes, et met en évidence d'étonnants flottements taxinomiques ainsi qu'une circulation constante entre les catégories, oronyme, hydronyme, toponyme, lexique général. Dans une seconde partie, une recherche portant sur l'élément bar, généralement considéré comme oronyme, montre qu'il constitue dans les Ardennes une base hydronymique bien représentée, qui a fourni des dérivés et des composés et s'est implanté également comme toponyme.
En contrepoint s'ébauche une réflexion sur la terminologie onomastique portant en particulier sur la notion d'homonymie, et plus largement sur la transposition de notions lexicologiques au domaine des noms propres. Quant à Gérard Taverdet, il examine également les rapports entre oronyme et hydronyme, en revenant d'abord sur saumur et semur, la première de ces formes représentant une simple variante phonétique de la seconde, et toutes deux déclinant un même oronyme. Puis, interrogeant le nom du mont Beuvray, l'antique bibracte des Éduins, généralement attribué à la présence supposée de castors à l'instar des rivières nommées Bièvre, il rappelle que cette explication a été abandonnée au profit d'une racine indo-européenne à valeur oronymique, avant que la découverte archéologique d'une des bibracties ne remette tout en question. Il reste à savoir laquelle, de la ville ou de la déesse, est éponyme de l'autre. Mais l'essentiel de la recherche de l'auteur est centré sur le nom de la Tille, et là encore il renverse des évidences. Bien des indices topographiques, textuels, Castellum Kivocatur Tilium 1016, linguistique, Vertilium analysé en Verotillot la grande citadelle, invite à voir dans Tille non pas un hydronyme mais un oronyme, auquel cas Tille-Châtel ne serait pas le château de la Tille, et la Tille ne serait que la rivière de Tille-Châtel. Ces analyses se prolongent par une réflexion sur le terme hydronyme, qui constitue souvent une facilité pour classer des noms de cours d'eau dont l'étymologie nous échappe complètement. 4. Relation entre catégories en anthroponymie. Le domaine de l'anthroponymie a inspiré 3 communications, dont l'une, celle de Madame Alkaïti Sidiroglou Zahariad, n'a pu être présentée lors du colloque en raison de l'empêchement de l'auteur. Elle nous en a fait parvenir la version écrite, ce dont nous la remercions vivement. Chronologiquement, elle occupera ici la première place, puisqu'elle concerne des anthroponymes issus de noms de titres et de métiers attestés en Grèce dès l'Antiquité. Cette recherche s'attache à la partie des noms propres de personnes motivées à leur origine par le métier exercé par leur porteur ou un titre attaché à une dignité ou à une fonction, et dont l'auteur considère très justement qu'ils reflètent les conditions sociales, historiques, économiques, politiques et culturelles d'une période, en l'occurrence les 5e et 4e siècles AV. JC après une introduction consacrée à la caractérisation du statut linguistique de ces noms, aux antipodes une fois encore de celui de simple désignateur, vide de sens, l'auteur passe en revue les différents secteurs de la vie économique, sociale et culturelle en y associant les noms de famille qu'ils ont motivés. Pour chaque occurrence est rappelé le nom commun sous sa forme en grec ancien et sa transcription phonétique, son sens et le nom propre qu'il a généré. Ainsi, Mélissourgos, Mélissurgoès apiculteur a donné le NPR et Mélissourgos, Mélissurgoès. Sont successivement explorés les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, des banques et de la fiscalité, de l'éducation et de la musique, de la médecine, des arts plastiques. Puis, les noms de titres qui fournissent une image précise de l'organisation sociale et des hiérarchies politiques. Un complément morphologique précise que les noms propres sont souvent dérivés à l'aide de suffixes à valeur diminutive ou locative. Enfin, une annexe regroupe dans un glossaire les noms évoqués en incluant les références littéraires qui les illustrent. Opérant un bond d'au moins 20 siècles, Pascal Chareil et Pierre Darlu proposent d'évoquer la diversité géographique de la typologie des patronymes en France. Leurs présupposés théoriques rejoignent tout à fait ceux de la communication précédente. Le gros, le long, Barberousse n'ont très certainement pas été originellement utilisés comme surnom pour désigner un maigre, un petit et un homme à la barbe noire, mais ils exfiltrent l'anthroponymie de ce type de débat en rappelant qu'à leurs yeux, elle concerne l'histoire culturelle et celle des mentalités. C'est le volet français d'une enquête européenne en cours qu'ils présentent, enquête consacrée à la distribution géographique des différents types de patronymes, en fonction d'une typologie établie par Adosa. Des anthroponymiques, anciens noms de baptême, noms de métier, fonction ou dignité, sobriquet, des toponymiques, ou noms d'origine. Après codage des anthroponymes et traitement statistique des données, 4 cartes établies sur la base des arrondissements fournissent des résultats spectaculaires, dans la mesure où l'implantation géographique des 4 catégories s'inscrit dans une distribution complémentaire, confirmant au passage les acquis d'autres pays. Ainsi, les anthroponymes issus de noms de métiers sont concentrés au voisinage de l'Allemagne, pays dans lequel ce type de délexico est le mieux représenté. Si l'interprétation de ces résultats n'est pas achevée,
Des hypothèses intéressantes résultent de leur corrélation avec des données géographiques, type d'habitat, mais aussi géolinguistiques. La section consacrée à l'anthroponymie trouve sa conclusion avec l'étude, réalisée par Tatiana Retinskaya, des sobriquets collectifs régionaux, en particulier dans la région Champagne-Ardenne, de leur signification, de leur vitalité. C'est en quelque sorte un compte-rendu d'enquête de terrain que fournit l'auteur, professeur à l'Université d'État Tourguenieff-Dorel, cette enquête relayant et prolongeant une information de base recueillie dans l'Atlas linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie, d'Henri Bourselot et complétée par des travaux régionaux. Les sobriquets collectifs ont été classés en 3 catégories. Ceux qui ont une simple fonction identitaire et renvoient au nom de la commune par un jeu paronymique, les bolounis de Ballon, Ardennes, ceux qui impliquent un jugement évaluatif, souvent dépréciatif, ceux enfin qui combinent les 2 catégories précédentes. Les linots évoquant à la fois le nom de la commune, Linay, Ardennes, et le nom dialectal de la linotte, symbole d'étourderie. Des enquêtes de terrain conduites auprès d'une 40aine de témoins dans la Marne et le sud des Ardennes ont permis de constituer un corpus de plusieurs centaines de lexèmes, dont la vitalité a été évaluée en fonction du taux de reconnaissance. Enfin, ce travail devrait prochainement trouver un prolongement dans un projet de cartographie informatique intéressant la région Grand Est. 5. Onomastique occitane, Onomastica occitana. L'appel à communication lancé lors de la préparation du colloque rappelait, pour ce qui concerne la seconde partie, que la langue d'oc a largement fécondé l'onomastique romane depuis les écrits latins jusqu'au XXe siècle. À ce titre, on peut avancer que la part la plus importante des stocks et de l'usage linguistique est offerte par la microtoponymie et la patronymie. Il poursuivait le propos en invitant les chercheurs à rendre compte de la profusion et de la diversité des sources, qu'elles soient écrites ou orales, ainsi que des moyens de pénétration du nom propre occitan dans la société au cours des différentes époques. 8 communications nous ont été adressées, dont la diversité ne permettait guère d'envisager de regroupement thématique. La solution la plus simple consistait donc à retenir une présentation suivant l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. C'est donc la communication de Bénédicte Boiry-Feigné, consacrée de la commune d'Ossage, dans les Landes, aux confins du Béarn, qui retiendra d'abord notre attention. Dans une perspective résolument didactique, cet auteur se propose d'en exposer la microtoponymie en tant qu'outil pour la compréhension d'un territoire. Après avoir rappelé quelques grands traits de l'histoire du Gascon, elle fournit une présentation des microtoponymes communaux recueillis sur la base du cadastre napoléonien, et thématisés selon un ordre désormais classique: topographie, nature du sol, végétation, chemin, mise en valeur des sols, etc. Une attention particulière est accordée aux patronymes inscrits dans la toponymie, qui suscitent généralement, selon l'auteur, un grand intérêt dans le public. Les microtoponymes sont présentés dans la graphie cadastrale suivie de la graphie occitane classique, qui donne lieu à une glose, et chaque fois que cela est possible, au rappel de l'étymon, de façon à mettre en évidence la filiation directe du latin à l'occitan gascon. Ainsi conçue, cette étude apparaît comme un canevas transposable à d'autres localités, et peut constituer un guide efficace pour les recherches conduites à l'échelle d'une commune ou d'un petit groupe de communes. Elle se conclut par l'analyse du toponyme Ossage, attribué à une racine hydronymique prélatine hors OSS attestée dans d'autres départements, Doubs, Haute-Loire, Loiret, Ain-Aube, et qui, dérivé à l'aide du suffixe atticus, évoque un pays des sources. C'est au contact des langues, en l'occurrence l'occitan et le français, et à ses conséquences sur la toponymie que s'intéresse Paul Burgan. L'aire d'observation est constituée par le département du Tarn-et-Garonne, à la toponymie duquel il a consacré un ouvrage en 2009, majoritairement languedocien mais gascon dans une petite zone au sud, et qui lui permet de constituer un corpus riche de 218 noms de communes. Une première catégorie d'altérations stratiques consiste dans des traductions. Ainsi, le latin podium qui aboutit à peg en languedocien et à poix en gascon est traduit par puits en français. L'auteur souligne cependant que seuls sont modifiés les toponymes majeurs, alors que les microtoponymes, au demeurant très nombreux, ne sont jamais concernés, ce qui souligne une fois de plus l'opportunité de leur étude. Un cas particulier concerne les agiotoponymes dont la traduction se révèle parfois délicate.
Certains ont donné lieu à des formes multiples comme Syricus traduit par Cyrus ou par Cirque, d'autres comme Sardos, la sacerdoce, n'ont subi qu'un déplacement d'accent, d'autres enfin ont connu des remotivations ou des altérations interdisant toute traduction. Mais les modifications les plus nombreuses concernent les systèmes graphiques des deux langues. La question se posant toujours lorsqu'il s'agit de l'écrit occitan, l'auteur précise qu'il utilise la graphie classique rénovée par Alibert et non la graphie mistralienne. Les consonnes palatalisées du français ont connu des destins divers. Le digramme NH transcrivant N palatal a facilement trouvé un correspondant dans le digramme GN du français, tandis que le remplacement du graphème LH transcripteur de L palatal par le trigramme IL conduisait à transformer le phonème originel en iode. D'autres difficultés concernent la gestion du monogramme O, tantôt transcripteur d'un O ouvert, tantôt d'un O fermé correspondant alors à la voyelle U, rendu en français par le digramme OU, ou encore les consonnes labiales B et V, transcrivant toutes deux B en langue d'ossien, l'amissement des voyelles finales, la gestion des voyelles nasales, la distribution des deux variétés de E, ouvert et fermé, la prise en charge des diphtongues et celle des consonnes finales représentent autant d''. Autres aspects de cette assimilation linguistique. Nous retrouvons l'onomastique gasconne grâce à l'étude qu'Aitor Carrera consacre à quelques noms de lieux de Bossost, dans le Val d'Aran. Après un rapide inventaire des travaux déjà consacrés à cette région, l'auteur situe ses propres recherches dans le prolongement de celles de Johann Coromines. En focalisant son attention sur le village de Bossost, autrefois le plus important et le plus peuplé du Val d'Aran, et auquel Coromines était présumé avoir consacré une monographie, demeurée introuvable, il y recherche plus précisément des éléments de phonétique pré-gasconne, c'est-à-dire une énumération de solutions phonétiques qu'on peut déceler dans la toponymie et qui ne s'accordent pas avec celle de l'aranais actuel ou plus généralement avec celle du dialecte gascon ou de la langue occitane. Bref, des aboutissements inattendus sur le plan de la phonétique historique qui s'écartent des résultats normaux. C'est à l'occasion d'un parcours à travers l'onomastique de Bossost que Carrera identifie des prégasconismes sur le plan phonétique, puis sur le plan lexical des éléments bascoïdes et non latins, parmi lesquels Artigas signalé jusqu'en Wallonie, Baderka qui désignait un parc à bétail, Baranque qui s'applique à des goulottes à débit irrégulier, l'oronyme Tuc, etc., tandis qu'à la couche celtique appartiennent des représentants de Landa, Kumba, Cléta, Kassanou, etc. Ces décapages préliminaires permettent ensuite de présenter un échantillon de la toponymie de Bossost, et d'étudier dans le détail une quinzaine de toponymes comme Era Arauera, du latin Roborea, Aromingo, lat. Rumex plus Seuf L, Aubars attribué à Albarus plus Seuf Ar et désignant des arbres à bois blanc, Casaus issu de casalet et renvoyant à l'ancien provençal casal, maison, enclos, jardin, dont certains renvoient d'ailleurs à la strate celtique, comme Eralana, celtique landa, désignant une grande étendue de terre fertile, alors que le fr. Land s'applique généralement à des étendues arides, sauf toutefois à Clairvaux dans l'Aube où il est signalé avec le sens de terre de localité, dans les vallées sur les bords d'une rivière. Une bibliographie très complète conclut cette étude particulièrement fouillée. L'édition scientifique d'un document historique représente toujours une tâche complexe. Elle l'est particulièrement lorsque ce document résulte de la compilation de plusieurs manuscrits réalisés sur une longue période, comme c'est le cas du manuscrit AA9 des archives municipales de Montpellier, connu sous le nom de Petit Alamus, et qu'elle fait l'objet d'une édition numérique, dont Hervé Liotard présente un aspect particulier, à savoir le traitement de l'onomastique et plus spécialement celui des noms de personnes. Le projet de cette édition, pluridisciplinaire et suffisamment important pour avoir reçu le soutien de l'Agence nationale de la recherche, ANR, concerne des coutumes et des statuts formant la mémoire administrative, juridique, législative et politique de la ville de Montpellier, et permet, pour ce qui est de la langue, d'embrasser 3 siècles de pratique d'un occitan administratif. En ajoutant les noms du personnel consulaire et ceux des personnages historiques, on obtient un corpus de 2400 noms de personnes et d'innombrables variantes graphiques. Comment indexer ? Autrement dit, choisir une forme anthroponymique référentielle et préserver à la fois la variation orthographique diachronique qui reste une source importante de données pour l'histoire de la graphie occitane et son évolution ? La réponse apportée à cette délicate question consiste dans une lemmatisation opérée en fonction de la norme classique occitane,
qui tente à neutraliser la prolifération des variantes, grâce à une approche plus phonologique que phonétique de la langue, et qui est proposée par l'auteur au terme d'un argumentaire convaincant, comme outil graphique pour traiter l'anthroponymie médiévale et moderne du domaine occitan. La dérivation suffixale en onomastique est une question importante et complexe, à tel point que la SFO lui a consacré un colloque entier, Montpellier 1983. C'est un aspect particulier de cette question qu'aborde Jean Rigouste dans la communication qu'il consacre à la double suffixation diminutive dans la microtoponymie occitane. À partir d'un corpus riche de 2500 occurrences, l'auteur identifie 8 suffixes de base attestés dans toute l'ère occitane, accent gravel, ela, ic, ica, ilh, ila, in, ina, on, ona, o, ota, et dresse l'inventaire de la combinatoire morphologique qui autorise leur association avec un autre suffixe diminutif, non seulement dans les noms de lieux mais aussi dans les noms de personnes employées en fonction toponymique. Les statistiques de productivité fournies pour chaque combinaison sont parfois impressionnantes et confirment que l'activité dérivationnelle en onomastique est infiniment supérieure à celle que l'on peut observer dans le lexique général. Un tableau de synthèse à double entrée évalue la vitalité de chaque suffixe, mais aussi celle des couples suffixaux, en fonction de la situation respective des éléments qui les composent. On remarque de ce point de vue d'une part des affinités électives entre certains morphèmes, d'autre part des déséquilibres importants dans leur ordre séquentiel. Ainsi, on ILH est réalisé dans 5 occurrences, mais ILHon dans 431. Se pose également la question de la répartition géographique des différents suffixes et de leur combinaison. Une aire contiguë à la façade océanique présente une densité de superdiminutifs, à base anthroponymique beaucoup plus importante que dans le reste du domaine occitan, ce que l'auteur relie à un phénomène d'anthropologie culturelle, à savoir la présence ancienne de ce que F. Brodel appelle des familles souches et des familles patriarcales, dont la fragmentation par provignage, lorsque les enfants S' installent à proximité des parents, peut expliquer l'abondance de ces microtoponymes bisuffixés. L'hypothèse est d'autant plus intéressante qu'il est toujours difficile d'interpréter les particularités géolinguistiques des faits de morphologie. La minutieuse enquête conduite par Vincent Rivière porte sur ce qu'il est convenu d'appeler l'article honorifique en, qui figure devant les noms de personnes contenus dans certains toponymes sur des aires situées à l'ouest et à l'est de Toulouse. Or, cette particule qu'on pourrait qualifier de clignotante est absente dans le nom de la commune de l'île Jourdain, Gers, alors qu'elle est présente dans de nombreux usages oraux et dans une documentation écrite variée allant jusqu'à Internet. Poursuivie dans la documentation historique, l'enquête montre que la particule figure dès le XIIe siècle, dans les coutumes locales rédigées en latin sous la forme dominus, puis de manière régulière ensuite dans différents types de textes rédigés en occitan. Pourtant, elle n'a jamais eu droit de citer dans l'appellation officielle de la commune, alors même qu'elle a figuré sur le panneau d'entrée d'agglomération jusqu'en 1990. Actuellement, l'auteur souligne au terme de son investigation que malgré sa stabilité dans de nombreux noms de lieux-dits, le sens originel de la particule est ignoré par les locuteurs, occitanophones ou non. Il est vrai que sa polyvalence brouille les pistes, puisqu'elle peut être interprétée comme article personnel, devant nom de personne, préposition correspondant à anto, devant nom de personne également, ou encore préposition locative, représentant l'aboutissement de in latin. Rédigée en anglais, la communication de Xavier Soldevilla y Temporal propose une enquête sur le paysage médiéval à partir de l'analyse des toponymes situés à l'embouchure des fleuves catalans dans la région de Gérone. 2 d'entre eux sont particulièrement concernés, le Ter long d'environ 200 km et la Tordera, plus modeste, dont les embouchures dans la Méditerranée forment des deltas, d'environ 100 km² pour le premier et 10 pour le second. Ils constituent donc des zones marécageuses, avec tout ce que cela implique comme échange entre eau douce et eau salée, mouvance du paysage, formation d'îles éphémères, végétation particulière, etc. Pourtant, dès le XIIIe siècle, les traces d'une activité humaine sont nombreuses, grâce à d'abondantes sources documentaires seigneuriales et notariales, qui permettent de constituer un riche corpus de toponymes, analysés sur la base des travaux de Coromines et présentés en 3 volets. D'une part les noms qui renvoient aux éléments naturels et à l'environnement,
dans lequel l'eau tient bien entendu une place importante, Bufalaigu, Kagalaigua, Estani, Liac, etc. D'autre part, les toponymes qui témoignent d'une présence et des apostrophes. Une activité humaine, qui peuvent désigner des habitations ou des édifices, Buadella, petite hutte, forme de l'étole, four à tuiles, etc. Ou de rares activités agricoles, plantera, horte-verger, etc. Enfin des anthroponymes utilisés en fonction toponymique, Godal, robot, et quelques noms d'origine et de signification incertaine. La conclusion porte sur la valeur documentaire et historique des informations transmises par les toponymes, en particulier lorsqu'ils concernent l'histoire des paysages. C'est une investigation a priori plus littéraire que linguistique de l'onomastique que propose Jordi Suil-Subira, lorsqu'il évoque l'actualisation des noms de lieux dans l'écrit occitan, réflexion qu'il assied sur une approche dialectique entre le paysage et la culture, entre le lieu et son nom. Alors que l'on considère généralement que le second est déduit du premier, il inverse les termes de la proposition, en affirmant à partir de la notion des esprits du lieu, que c'est apostrophe, et le nom qui est constitutif du lieu, dans la mesure où celui-ci reflète des éléments immatériels, mémoire, récits oraux, documents écrits, rituels, festivals, métiers, savoir-faire, etc., qui renvoient à la culture. Mais ces éléments ne sont pas équivalents. Ainsi, à partir du discours oral d'un témoin qui décrit le paysage devant lequel il se trouve en compagnie de l'auteur, celui-ci montre que la densité de l'oralité spatiale est infiniment supérieure à ce que pourrait rendre un texte écrit. Sont convoquées les notions de connaissance partagée du monde et du lieu, de situation d'énonciation, de déictique, qui confèrent au discours du témoin une économie linguistique inaccessible à l'écrit. La notion de point de vue prend le relais lorsqu'il s'agit d'apprécier la manière dont les écrivains se sont appropriés les paysages et leurs noms, depuis la description pré-romantique qu'en fait Delfo, premier vainqueur du pic d'Osso à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'aux textes de Giboudou dans lesquels la toponymie contribue non seulement à décrire les aspects géographiques des paysages, mais aussi à décrypter leurs aspects socio-historiques, en passant par les tentatives de Bernat Sarieux pour préserver l'image fixe des apostrophes. Une oralité qui régresse. Ou par la poésie de Michel Camelat interprétée comme un effort d'appropriation d'un paysage qui avait été préalablement créé depuis un regard externe. Cette riche réflexion qui convoque tour à tour la philosophie, la linguistique du discours, la littérature et l'onomastique débouche sur la notion de toponymie sociale, conçue comme le regard partagé d'une communauté sur un lieu et comme ferment de cohésion socioculturelle. Cette section consacrée à l'onomastique occitane s'achève avec la minutieuse enquête conduite par Rémi Verdeau sur les traces de Saint-Oran, dont il s'agit dans un premier temps d'établir l'identité. Celui qui fait l'objet de l'étude est Sanctus Orentius, 396 AV 475, évêque d'Auch, évangélisateur de la Gascogne, dont paradoxalement le culte n'a jamais été précisément étudié. Tout l'intérêt de cette communication est de montrer comment l'onomastique, et plus précisément la toponymie, permet de combler les lacunes de l'histoire, pourvu que soit mise en œuvre une démarche rigoureuse. La première étape consiste à rechercher dans des sources multiples, les attestations toponymiques du nom du saint. Plus de 100 occurrences sont identifiées en France, avec une densité maximale dans le département du Gers, 27 OCC, suivi de la Haute-Garonne, 17 OCC, et des Hautes-Pyrénées, 15 OCC. Mais le culte s'est également implanté en Espagne, comme l'indique cette attestation liée peut-être au transfert des reliques d'Auch vers Huesca, intervenu au début du XVIIe siècle. Sont ensuite examinées dans le détail les différentes formes graphiques prises par l'anthroponyme, dans les textes ou documents en latin, en français et en occitan, certaines relevant d'évolutions phonétiques régulières, d'autres imputables à des influences savantes, d'autres enfin s'expliquant par des alignements analogiques. Une carte représentant l'implantation de l'agiotoponyme permet de conforter l'hypothèse d'une diffusion également liée au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au terme de ce parcours à travers l'onomastique générale et sa déclinaison en Occitanie, je souhaite renouveler l'expression de notre gratitude aux responsables des deux grands organismes qui, en apportant leur soutien au colloque, ont permis sa réalisation, à savoir l'Office public pour la langue occitane, OPLO, et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLFLF, qu'il me soit permis d'ajouter au nom de la SFO mes remerciements aux collègues et aux personnalités qui nous ont accueillis dans leurs locaux de L'. Université Jean Jaurès, en particulier à
Patrick Sauzet, professeur de linguistique occitane. Cécile Fabre, directrice de l'équipe de recherche en syntaxe et sémantique, ERS. Thomas Verjean, directeur du département Lettres modernes cinéma et occitan. Par ailleurs, j'adresse de chaleureux remerciements à Vincent Rivière pour l'aide efficace et constante qu'il a prodiguée dans l'organisation et la réalisation du colloque, à Stéphane Gendron pour la précieuse assistance qu'il m'a apportée dans la mise au point technique de l'édition, ainsi qu'à Sylvie Lejeune pour sa contribution à la réalisation des actes, en particulier par la prise en charge de l'insertion des corrections dans les textes des communications. Toutes et tous ont œuvré, sans ménager leurs efforts, pour que ce colloque puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, et que puisse être offert à l'appréciation des onomasticiens ce nouveau volume d'actes d'une haute tenue scientifique. Michel Tamine, président de la SFO. Circulation linguistique, les catégories dénominatives et leurs relations en onomastique, circulation linguisticas, la categoria denominativa et leurs relations en onomastica, problèmes généraux, problema generals. Des typologies onomastiques. Jean-Louis Vaxelaire. Université de Namur. Un besoin pratique. Passer d'une onomastique diachronique traditionnelle à une onomastique synchronique implique une conception nouvelle. Là où l'approche diachronique nécessite des données provenant de plusieurs disciplines, linguistique, histoire, géographie, etc., l'approche synchronique est plus centrée sur la linguistique, mais insiste également plus sur la distinction entre le nom propre et les autres parties du discours. Si cette distinction n'est pas nécessairement primordiale dans un travail diachronique, elle le devient dans les études générales du type, le nom propre en français contemporain, ou la morphosyntaxe des noms propres. Nous sommes alors confrontés à un problème terminologique, celui de la définition de ce qu'est un nom propre, et à une conséquence sur le plan épistémologique. Plus la catégorie est large, plus cela nous amène à remettre en cause des préjugés plus que centenaires. Trop de travaux synchroniques qui affirment parler de noms propres se focalisent en réalité sur les anthroponymes, en donnant quelques exemples de toponymes et se contentent, parfois, de dire qu'il existe d'autres types de noms propres. Il semble difficile de décrire une catégorie lorsqu'on se contente de présenter un exemplaire, quand bien même il serait statistiquement le plus représentatif. Il serait plus judicieux que certains travaux, plutôt que de proclamer être une approche grammaticale ou sémantique des noms propres, annoncent travailler sur l'anthroponyme français, ou à la rigueur occidentale, car les anthroponymes peuvent prendre bien d'autres formes dans d'autres cultures. Jacques Choran remarquait à juste titre que dans sa grammaire du nom propre, M. Ngaryprieur ne se demande à aucun instant si les noms de peuples sont réellement des noms propres. Cette non-prise en compte de la diversité de la catégorie est un effet de la tradition, les grammaires, les manuels, les dictionnaires, etc., qui résument les noms propres aux anthroponymes et toponymes. À l'inverse, il nous semble impératif de suivre Molineau qui affirmait qu'une théorie adéquate du nom propre doit tenir compte de cette multiplicité des types de noms. Quel meilleur outil qu'une typologie pour décrire cette multiplicité ? Une approche synchronique des noms propres semble inévitablement passer par ce chemin. Réaliser une typologie n'implique pas nécessairement une seule approche. ALLERTON propose ainsi une typologie sur des critères morphosyntaxiques, nom propre simple, combinaison d'un nom propre et d'un nom commun, sigle avec ou sans déterminant, etc. Il aboutit à 4 grandes catégories qui se sous-divisent en 14 types. Le travail est intéressant mais n'a, à ma connaissance, jamais été réellement repris, peut-être parce qu'il se concentre uniquement sur l'anglais, alors qu'il y a bien plus de travaux en français ou en allemand sur les noms propres qu'en anglais. La vaste majorité des typologies, et particulièrement celles que nous allons observer, sont fondées sur un modèle référentiel qui par rapport à celui d'ALLERTON, peut sembler plus universel, en tout cas plus facilement transposable d'une langue à une autre puisque non directement liée à l'une d'entre elles. La première que nous observerons est l'œuvre d'un philosophe, Farong Zabeh, qui ne prétend à aucun instant faire une typologie des noms propres d'une langue en particulier, en l'occurrence l'anglais. Son projet est implicitement valable pour toutes les langues. Dans un travail sur les typologies de néologismes, Sablerol explique qu'il y a différentes approches quant aux profondeurs d'enchâssement. D'un extrême à l'autre,
La première attitude consiste à faire un catalogue en mettant toutes les données sur le même plan. L'autre consiste à vouloir organiser les données par une tentative de situer les éléments retenus, catégories de classement les uns par rapport aux autres. Les typologies consacrées aux noms propres se rapprochent de la seconde méthode, principalement parce que l'approche référentielle permet de construire des ontologies où les éléments sont réunis par les ressemblances ou les liens entre leur référent initial. Pour que cet article ne soit pas trop rébarbatif et surtout trop long, j'effectuerai une sélection des typologies qui sera très partielle. Les choix sont subjectifs mais représentatifs et prenant en compte l'évolution de l'informatique et des besoins en TAL. Traitement automatique des langues. 2. Divers exemples de typologie. 2.1. Typologie de ZABEEH. Une typologie qui se limiterait à 2 catégories serait vaine. Si ZABEEH réalise la première typologie du monde anglophone dans les années 1960, c'est justement parce qu'il réfléchit à la définition du nom propre et à l'étendue de la classe. Dans les théories philosophiques et linguistiques qu'il étudie, les chercheurs se comportent comme si la catégorie des noms propres était toujours bien délimitée. Dans les dictionnaires, on explique ce qu'est un nom propre, mais ZABEEH remarque que la définition n'est pas suffisante car elle se focalise sur les noms, au sens de noun, alors que des syntagmes peuvent fonctionner en tant que noms propres. Sa typologie ne semble en réalité avoir pour but principal que de démontrer que l'on restreint trop souvent la catégorie des noms propres aux seuls anthroponymes et toponymes. Il en conclut d'ailleurs qu'il n'est pas utile de se référer aux dictionnaires et aux grammaires pour définir le nom propre. Sa typologie est divisée en 5 grandes parties: nom de personne, nom de lieu, nom temporel, nom d'institution et nom d'artefact. En ce qui concerne les noms de personnes, il y a 8 sous-divisions. 1. Nom complet, prénom, second prénom, nom de famille. 2. Patronyme. MacDonald signifie étymologiquement fils de Donald. 3. Cognomen, Cicéron. 4. Nom de plume. 5. Surnom. 6. Nom mythique, Zeus, Dieu. 7. Nom de fiction, Pickwick, John Doe. 8. Sobriquet. On voit apparaître ici un problème sans doute difficilement évitable pour les typologies qui écrasent la diachronie, celui du mélange des époques. Est-il utile de mettre sur le même plan la pratique américaine du XXe siècle avec celle des Romains 2 millénaires plus tôt? De même, l'information étymologique pour MacDonald n'est pas pertinente dans cette typologie qui se doit d'être synchronique. Boucher ou Leroux peuvent aussi être des patronymes si l'on choisit de les définir comme des noms de famille, et non limiter le patronyme à par exemple, la pratique islandaise actuelle qui consiste à ce que les enfants de Gudmund s'appellent X Gudmundsson pour le fils et 20 Gudmundóttir pour la fille. L'opposition entre nom mythique et nom de fiction est un autre type d'obstacle. Sur quels critères peut-on les distinguer? Certains pensent que les noms mythiques ont un référent réel, alors que personne ne croit à la réalité des référents des noms de fiction. Ce critère ne fonctionnerait pas avec les très jeunes enfants, qui pensent qu'il y a véritablement des loups qui peuvent se glisser dans le lit des grands-mères dans une maison. En tout cas, aucun critère linguistique ne permet de distinguer noms de fiction, noms mythiques, mais aussi les anthroponymes classiques. James Bond et François Hollande se comportent de manière identique dans les énoncés. Le fait que l'auteur de la typologie soit un philosophe n'est pas sans importance ici. Sa classification se fonde partiellement sur des critères ontologiques et non linguistiques. La catégorie toponyme inclut 5 sous-divisions. 1. Géopolitique. 2. Nom de ville, de district, État. 3. Nom géographique. 4. Nom de l'astronomie. 5. Nom de fiction. La séparation entre la première et la deuxième sous-division laisse perplexe. S'il y a des exemples pour le premier cas, États-Unis, Pays-Bas, République démocratique d'Allemagne, il n'y en a pas pour le suivant. On ne peut y voir une distinction entre toponyme et polytonyme dans le sens de Bizet puisque les 2 catégories relèvent de la polytonymie. Des exemples de ce que ZABEEH entend par state auraient été utiles. La limite avec la 3e catégorie est bien plus simple. Nous avons ici affaire à des noms naturels. Tamise, Mont-Blanc, l'Équateur et Dora, nom d'un ouragan. L'inclusion de ce dernier nom est problématique selon la définition traditionnelle du toponyme, qui porte sur des éléments plus permanents qu'un ouragan.
Les noms de l'astronomie portent sur tout ce qui se situe au-delà de notre planète. L'univers, la Lune, les Pléiades. Quant à l'existence d'une classe des noms de fiction, elle pose le même problème que pour les anthroponymes. La catégorie des noms temporels ne possède que 2 sous-divisions, noms historiques et périodes, qui posent des problèmes de types différents. Les 2 exemples de noms historiques sont la Glorieuse Révolution et le XXe siècle. Ce choix est étrange puisqu'il semble a priori plus courant de ranger le XXe siècle parmi les périodes. À l'inverse, les noms de périodes de ZABEEH ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on appelle une période. Si l'hiver est une période, son statut de nom propre sera contesté par beaucoup de chercheurs, mais il s'agit d'un autre problème. Cela semble difficilement moins le cas pour lundi ou le jour du jugement dernier. Les noms d'institutions sont aussi de 2 types, les noms de la politique et ceux de l'économie. La définition du politique est assez large, on y recense le Parlement, le Parti communiste mais aussi la Cour suprême et l'Académie française. Au niveau de l'économie, le champ est plus classique. On note des noms d'entreprises comme General Motors et des noms de marques Coca-Cola. Enfin, la dernière catégorie regroupe des éléments divers, scindés en 4 sous-divisions. Celle des productions artistiques va de la venue de Milo à Mickey Mouse, en passant par Hamlet. La deuxième, celle des produits culturels, est plus hétéroclite puisqu'elle comprend des œuvres philosophiques comme le Tractatus Logico-Philosophicus et l'Opération Barbarossa. Ce rapprochement tient au fait que ZABEEH oppose, comme avec les noms de fiction, les arts et la réalité plus concrète. Dans les autres typologies, on aura plutôt tendance à associer les livres de fiction et les livres de philosophie sous la seule catégorie du titre d'ouvrage. La 3e sous-division est particulièrement problématique car il s'agit des chiffres avec comme exemple 1. Cette idée existait déjà en philosophie comme l'indique ZABEEH. KNEALE, à la suite de Frege, expliquait que les chiffres étaient les noms propres des nombres, par exemple dans 4 est un nombre pair. Les noms mythiques qui concluent cette typologie sont des objets de la mythologie, l'argot, Excalibur. Le fait que ce travail ait été réalisé par un philosophe apparaît assez clairement dans les sous-divisions. L'opposition entre les noms de la fiction ou de la mythologie et les autres noms est constante. Dans une approche linguistique, le caractère concret ou inventé du référent est soit non pertinent, soit secondaire. Plusieurs sous-divisions semblent alors inutiles. Cette question se ressent également dans la définition de ce qu'est un nom propre. Si ZABEEH ne va pas aussi loin que Frege qui rangeait dans les noms propres tous les syntagmes monoréférentiels, la capitale de l'Allemagne par exemple, son inclusion de 1 est discutable pour une majorité de chercheurs. Ce critère de la référence unique l'amène toutefois à noter que plusieurs éléments présents dans la typologie peuvent également fonctionner en tant que nom commun à l'instar de lundi, Coca-Cola ou 1. Si l'on prend Coca-Cola, il s'agit de la distinction habituelle en linguistique entre nom de marque non propre et nom de produit, le nom commun de boire un Coca-Cola. D'autres éléments présents dans les 2 catégories laissent tout de même perplexe. Quels sont les emplois en tant que nom commun de l'Académie française ou d'Heroica ? Malgré les quelques critiques que nous pouvons en faire, ce travail a été important. Si son but était de montrer l'hétérogénéité de la classe, il est réussi, même si l'on peut déplorer qu'il n'ait pas été assez écouté et lu par ceux qui continuent à ne considérer que 2 types de noms propres. 2. Typologies allemandes et slaves. Après ce premier travail, plusieurs typologies ont été réalisées dans le monde germanophone ou dans les pays slaves. Je ne pourrais pas m'y arrêter par manque de place, mais je renvoie à Grass pour l'approche de Gerhard Bauer en Allemagne, et à Mandola pour les typologies polonaises. Ce qui ressort principalement de ces classifications, c'est la prolifération des termes anonymes qui vont se multiplier jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, Bauer regroupe divers types de noms propres sous des étiquettes telles qu'ergonymes, praxonymes et phénonymes. Dans l'encyclopédie des noms propres de RZETELSKAFELESZKO, on recense entre autres des SPE accent aigu léonymes, crématonymes, anaïconymes, nésonymes ou uniquatonymes. Le but semble être d'aller plus loin que le travail de ZABEEH et de Scientifizer le projet, en recourant à des termes opaques pour ceux qui ont quelques lacunes en grec ancien. 2.3. Typologie en linguistique informatique. Le monde de la linguistique informatique
a un besoin vital de typologie pour le traitement automatique des textes. Des applications liées à l'indexation, l'extraction d'informations, les systèmes de questions-réponses ou la veille technologique réclament que les données soient balisées. Les distinctions entre noms propres et noms communs n'y sont que rarement essentielles et les noms propres sont intégrés à une catégorie plus large qui est celle des entités nommées. Lors des conférences MUC-7 en 1997, la typologie de ces entités nommées ne contenait que 3 catégories: organisation, personne et lieu, politique ou géographique. Si l'on doit traiter des milliards de mots, une typologie trop précise risquerait de ralentir le processus. Quelques années plus tard, lors de Compte le -2002, les organisateurs proposent une typologie en 4 parties: PER, nom de personne; org, organisation; loc, nom de lieu; misc, nom divers. Comme l'explique Tran, le but était de faire tester aux participants leur système sur des textes en espagnol et en hollandais. Pour prendre un exemple, voici un texte balisé par Conk. PER Wolf, currently a journalist in Loc Argentina, played with PER Del Bosque in the final years of the 70s in Org Real Madrid. Pour les informaticiens responsables de ce projet, il semble évident que les entités nommées ne relèvent pas d'une langue puisque le même procédé peut être employé pour différentes langues. L'entité nommée est sans doute, avant d'être un nom, une étiquette posée sur un référent mondain. Comme l'indiquent Martineau et al., il est nécessaire d'affiner les typologies du type MUC selon les besoins. Un outil de veille technologique aura par exemple besoin de distinguer les occurrences de Renault en tant que société des occurrences de Renault en tant que véhicule. En revanche, le même outil n'aura pas besoin de savoir que Arnold Schwarzenegger peut avoir différentes fonctions telles que acteur, gouverneur de Californie ou bodybuilder. Ce sera l'inverse pour un outil de veille politique. L'homonymie est naturellement un problème pour les programmes informatiques qui ne tiennent pas compte du contexte. Néanmoins, on ressent dans cet article la naïveté de croire qu'il s'agit également d'un problème pour un humain, ibidem. Dans l'exemple qu'il donne, Orange a invité M. Dupont, l'hésitation entre le nom de ville et le nom de société ne subsiste que parce que le contexte est inexistant. Dans une situation réelle, le choix serait évident. Daille et Morin donnent un exemple de typologie d'entité nommée plus développée que celle des MUC. 1. Nom de personne. 2. Nom de lieu, expressions spatiales incluses. 3. Nom de fait. 4. Nom d'organisation. 5. Date et heure, expressions temporelles incluses. 6. Nom de moyen. 7. Coordonnées. 8. Expression numérique. 9. Nom d'œuvre. Il saute aux yeux que certaines catégories correspondent à des noms propres, ce qui n'est pas le cas des coordonnées ou des noms de moyens par exemple. Les noms de métiers sont également traités comme des entités nommées, alors qu'ils ne seraient jamais inclus dans les noms propres. Le projet Prolex, Université de Tours, est lui aussi lié à la linguistique informatique. Si l'on souhaite par exemple travailler en traduction automatique, il est nécessaire d'avoir des données plus précises que celles fournies par MUC7. Le travail se fonde sur la typologie de Bauer avec la présence de 4 hypertypes. Praxonymes et phénonymes de Bauer sont fusionnés. 1. Anthroponyme. 2. Toponyme. 3. Ergonyme. 4. Praxonyme. À partir de ces 4 catégories, les chercheurs vont définir 29 sous-catégories, parties, entreprises, pays, etc. Ces sous-catégories tentent a priori d'être les plus fonctionnelles possibles. On note ainsi dans les anthroponymes la rubrique célébrité qui a son intérêt dans la veille automatique. Dans le cadre de la traduction automatique, qui est le thème de l'article d'AGAFONOV et al., la réduction à des sous-catégories fines a un grand intérêt, même si elle ne règle pas tous les problèmes. Les choix de traduction ne dépendent pas que du nom propre, mais aussi d'autres critères tels que la langue de départ et la langue d'arrivée, le genre du texte, etc. 4. Typologie de Barreau-Pérez. En linguistique traditionnelle, la présence d'une typologie n'est pas un prérequis pour les études synchroniques, de nombreux travaux ne s'y arrêtent pas. Celle d'Elena Barreau-Pérez est donc intéressante car elle est relativement récente et représente plus de la moitié du petit livre de cette chercheuse. La typologie comporte 8 grandes parties et un nombre conséquent de sous-divisions. 1. Anthroponyme. 2. Nom d'entité.
3 théonymes. 4 zoonymes et phytonymes. 5 objets. 6 toponymes et géonymes. 7 chrononymes. 8 noms propres dans une certaine mesure. Le catalogage est principalement d'ordre référentiel, mais quelques critères syntaxiques apparaissent à divers endroits. Par exemple, Barreau-Pérez explique que les noms de catastrophes ne peuvent être sujets sans détermination à l'exception des noms d'ouragans. La première catégorie est comme souvent celle des anthroponymes. Elle contient 3 sous-parties, les prénoms, les noms de famille et une troisième qui regroupe les pseudonymes, les noms de guerre, etc. Barreau-Pérez ajoute que des noms de parenté tels que papa ou tata peuvent être employés comme NP. La deuxième est plus problématique avec déjà 7 sous-divisions. On recense ainsi les noms de produits employés avec un nom, un stylo bic, car quand ils employés seuls, ce sont des noms communs. Une approche distributionnelle y voit plutôt des adjectifs que des noms propres, mais nous reverrons ce critère de la position plus loin. La catégorie des théonymes est l'une des plus étranges car elle regroupe A. Dieu, B. Diable, C. Demi-dieu, D. Noms de la culture populaire et religieuse, elfes, anges, sorcières, etc. Et E. Personnages de science-fiction, Superman, Lara Croft, etc. Mais aussi les personnages d'aide des programmes informatiques, à l'instar de Clippy, le trombone de Microsoft Office. On est en droit de se demander pourquoi les noms des personnages de science-fiction devraient être distingués de ceux de la fiction classique, voire des anthroponymes classiques dans le cas de Lara Croft. Enfin, le caractère théonymique de Clippy ne peut qu'interloquer. Il semble que vouloir maintenir un nombre raisonnable de parties amène à des choix de regroupement singuliers. De même, congloméré zoonyme et phytonyme est un choix qui ne satisfera probablement pas les mouvements de défense des animaux. On pourrait très bien les placer dans une sous-catégorie des anthroponymes, ce que font Grace en français ou Fernandez Leborans en espagnol, surtout que les animaux de compagnie reçoivent de plus en plus des noms humains. Si le premier type de nom est bien illustré dans son ouvrage, Pégase, Rintintin, etc., le second ne comprend que Yggdrasil. La classe des toponymes et géonymes pose de nouveaux problèmes. Il y a 8 sous-divisions, mais encore un niveau supplémentaire pour la sous-catégorie toponyme qui est divisée en 6 parties, principalement fondée sur la taille et la notoriété du lieu, lieu majeur, lieu mineur, différents types de microtoponymes, etc. Barreau-Pérez propose une classe très risquée qu'elle décrit comme les noms communs qui fonctionnent comme complément de lieu, par exemple dans « Je viens de l'école ». La question du complément me semble ici secondaire, c'est l'unicité du nom dans ce contexte. Il s'agit d'une école bien précise, connue des deux locuteurs, qui est importante et qui permet de concevoir qu'il puisse s'agir d'un nom propre. Les chrononymes sont séparés en 5 parties et sont pour la plupart problématiques pour des raisons diverses. En ce qui concerne les 3 premières, que ce soit pour les noms de jour, lundi, de fête, carnaval, ou de célébration, Festival international de Santander, on peut imaginer des emplois en tant que noms propres, mais ils apparaissent probablement plus souvent sous la forme de noms communs. La 4e partie est celle des dates précises, 12 octobre 1492. Si le caractère monoréférentiel de la date précise est incontestable, sa dimension linguistique est particulièrement faible. Existe-t-il même des contextes où la date du 12 octobre 1492 est employée en tant que nom propre? Les dates peuvent certes être des noms propres, 11 septembre, mais il s'agit alors plutôt de noms d'événements que de chrononymes au sens habituel. La dernière sous-catégorie des chrononymes est paradoxale puisqu'il s'agit des noms, avec une référence indéfinie, heure H, jour J. Un nom propre peut-il avoir une référence indéfinie? Cela semble une contradiction en soi. Si jour J devient un nom propre, c'est justement lorsqu'il a alors une référence bien précise, par exemple le débarquement de 1944. Mais il s'agit à nouveau d'un nom d'événement. Pour conclure, la dernière catégorie ressemble à un fourre-tout pour tous les éléments qui n'ont pas encore trouvé leur place. Elle est divisée en 3 sous-parties. La première repose sur le critère de l'apposition, les 2 dernières reviennent à un schéma référentiel. Toutefois, derrière les constructions appositives se cachent plusieurs sous-divisions. Barreau-Pérez ajoute ainsi parmi les noms propres les couleurs, la couleur rouge, les lettres, la lettre A, ou les nombres, le numéro 11. L'impression de fourre-tout est renforcée dans ce chapitre puisque, en parlant des lettres, l'auteur ajoute les noms de phonèmes. Le P est bilabial,
ce qui est pour le moins problématique si l'on s'en tient à la nature différentielle des phonèmes, les essentialiser va à l'encontre de cette nature. On peut également se demander où se situe la position dans cet exemple. De même, les notes de musique et les langues sont ajoutées dans cette partie car il y aurait, paraît-il, une apposition, la note do ou la note ré d'un côté, la langue espagnole ou la langue française de l'autre. Dans un travail précédent, j'avais estimé que les langues étaient difficilement des noms propres car comme le jugent les sociolinguistes, leur unicité est plutôt une commodité qu'une réalité. Il me semble que l'on pourrait dire la même chose des notes de musique. Il existe d'ailleurs des variations, do mineur, do majeur, etc. Dans le paragraphe sur les nombres, on voit apparaître des termes qui contiennent des nombres, le casier 7, mais aussi des cas qui ont déjà été classés ailleurs, par exemple le nettoyant KH7, les noms de produits et de marques sont dans la deuxième catégorie, ou le météorite ALH 84001 et cosmonymes sont une des sous-divisions des toponymes. La deuxième sous-partie contient les noms de catastrophes qui sont séparés en deux. Tout d'abord les catastrophes naturelles, séismes, ouragans, inondations, etc. Et ensuite un mélange de guerres, épidémies et maladies. Puisque la première série est naturelle, il serait logique de considérer la seconde comme la conséquence d'actions humaines. Cette conclusion ne fonctionne pas puisqu'une inondation peut être due aux hommes et qu'à l'inverse, le syndrome de Down est naturel. La typologie se termine par les anémonymes. À nouveau, je note une distinction avec ce que j'en disais en 2005. Je concluais alors que les noms de vents n'étaient pas a priori des noms propres, mais plutôt des noms d'espèces qui regroupent la suite de vents qui soufflent dans telle ou telle direction. Mistral serait le nom des vents qui soufflent du nord ou du nord-ouest vers la mer, dans la vallée du Rhône et sur la Méditerranée. Le problème qui se pose est alors qu'un élément se retrouve ou non dans la classe des noms propres, selon l'ontologie personnelle du chercheur. De 5. Typologie de Van Langendonck et Van de Velde. La dernière typologie en date est tirée du Oxford Handbook of Names and Naming, qui est appelée à devenir un manuel de référence sur les noms propres. Elle est d'emblée annoncée comme partielle, par Van Langendonck et Van de Velde. 1. Anthroponyme. 2. Toponyme. 3. Nom de mois. 4. Noms de marques et commerciaux. 5. Nombres. 6. Noms de maladies et d'espèces biologiques. 7. Autonyme. L'intérêt d'une typologie partielle est en soi problématique, sauf s'il s'agit de faire réfléchir à la diversité des noms propres, surtout que Van Langendonck a abordé bien plus de cas dans son ouvrage de 2007. Les auteurs parviennent tout de même à soulever plusieurs questions. Dès la troisième sous-division, le cas des noms de mois est problématique. Les deux linguistes prennent toutefois en compte le contexte pour prouver qu'un même nom peut être commun, Junizolwezot, ou propre, Junwazot. Si la démonstration est assez convaincante, les cas de 5 à 7 le sont moins. Ainsi, pour la sixième sous-catégorie, seuls des exemples de maladies sont donnés, il n'est rien n'est dit dans l'article sur ces espèces biologiques. Le statut de nom propre des nombres est un point que l'on retrouve plutôt chez les philosophes que chez les linguistes. Il est vrai que dans un exemple tel que 3 est un nombre sacré, on n'emploie pas de déterminant en français, mais j'aurais tendance à plutôt y voir un autonyme qu'un nom propre. Je l'écrirai ainsi en italique dans cet exemple particulier. Cela ne poserait pas de problème à nos auteurs puisqu'ils classent justement les autonymes parmi les noms propres. Par exemple dans banque est un mot homonymie. J'ai précédemment abordé ce point en concluant que les autonymes ne pouvaient être des noms propres. La distinction entre les parties du discours n'existe plus dans les usages métalinguistiques où tous les mots, verbes, adverbes, noms propres, etc., fonctionnent en réalité comme des noms communs. Il y a trop de traits dans cette phrase, dans la classe il y a plusieurs Kevin, etc. Ces choix sont plus clairement explicités dans l'ouvrage du seul Van Langendonck en 2007. Il y écrit qu'il propose une typologie linguistiquement motivée. On y retrouve en premier lieu les catégories référentielles classiques, anthroponymes, toponymes, noms d'ouragans, etc., mais aussi de nombreuses distinctions liées à des considérations linguistiques. S'appuyer sur des critères syntaxiques est une excellente idée, mais ils amènent à examiner différemment certains types de noms qui s'emploient avec un article dans une langue mais qui n'en nécessitent pas dans une autre. Deux options principales s'offrent aux chercheurs, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Soit l'on juge qu'un type de nom donné est propre quelle que soit la langue,
la différence propre-commun serait prioritairement d'ordre logique. J'ai alors pleinement le droit de traduire en français les exemples en anglais ou en espagnol cités précédemment. Soit il existe des distinctions selon les langues, l'onomasticon du français ne serait alors pas celui de l'anglais ou celui du polonais. Cette dernière option a l'avantage d'être plus spécifiquement linguistique, mais les différences dialectales deviennent problématiques. Peut-on imaginer qu'il y ait un statut différent pour Paul en français standard et le Paul en français de Lorraine, où l'article devant les prénoms est assez répandu ? 3. Les typologies référentielles, un modèle à dépasser ? Réaliser une typologie a un intérêt évident. Elle est même indispensable dans les travaux en TAL, mais comme l'indiquent Martineau et al., elle doit être modulée selon les besoins de la recherche. Les typologies des logiciens ou des linguistes classiques semblent mettre de côté cette dimension heuristique et veulent réaliser une sorte d'ontologie qui regroupe plus ou moins tous les types de noms propres. L'effort est plus que louable car il est urgent de prendre en compte l'hétérogénéité de cette classe, mais il semble parfois trop idiosyncrasique pour être pleinement utile. Si l'on prend l'exemple de Barreau-Pérez, l'exhaustivité voulue est à la fois souhaitable d'un point de vue scientifique, mais tend aussi à fragiliser l'ensemble. Le sentiment qui demeure à la fin de la lecture de cette typologie, en particulier avec l'exemple des casiers, est que le qualitatif laisse la place au quantitatif. Certes, tout peut a priori recevoir un nom propre, mais la société se contente généralement d'éléments saillants. Le nom propre doit avoir une dimension dénominative, que n'a pas le numéro d'un casier. Pour le dire autrement, même si notre numéro de sécurité sociale est bien plus unique que notre prénom, c'est bien le second qui est un nom propre. La dimension sociale et langagière du nom propre risque de disparaître lorsque l'on essaye de recenser toutes les dénominations individualisantes que peuvent être, par exemple, les termes des domaines techniques et scientifiques. Plutôt que d'essayer de remplir le maximum de cases ou de tenter d'épuiser la catégorie, il faut être conscient du but final de sa typologie et du point de vue adopté pour sa constitution. Une définition claire de ce qu'on entend par nom propre est également souhaitable pour expliciter les choix d'inclusion et d'exclusion. Le risque de la dimension idiosyncrasique est que chacun range tel élément dans telle catégorie, ou lui refuse d'être réellement un nom propre, selon ses catégories ontologiques personnelles, ce qui est pour le moins problématique. L'ordre de présentation est lui aussi critiquable puisqu'il laisse une impression de classement, les éléments ayant plus de valeur étant placés les premiers. L'anthroponyme est ainsi placé en tête des typologies, ce qui est réprouvable pour M. Mandola qui juge que, d'après son analyse, les toponymes sont les noms propres les plus prototypiques. Elle admet elle-même que le caractère animé est primordial lorsque l'on pense aux individus qui possèdent un nom. Si les noms propres dépendent des normes, il est logique que nous nous focalisions en priorité sur les anthroponymes. Notre conception anthropocentrée du monde se retrouve dans la pratique typologique mais aussi onomastique. On donnera plus facilement un nom à un objet anthropomorphisé qu'à un autre. Ainsi, le robot parlant bénéficiera toujours d'un nom, alors qu'il semble incongru de donner un nom à son robot de cuisine. En dehors de ces considérations, le modèle des typologies entraîne des difficultés. Elle donne une description figée des noms propres qui s'oppose à la dynamique qu'engagent les langues. Il est vrai que le nom propre est généralement vu comme immuable et monolithique, ce qui le rapproche du désignateur rigide, mais dans une approche textuelle, il ne s'agit pas du nom propre en tant qu'entité hors contexte, mais de ses emplois. N'importe quelle suite de caractères peut devenir un nom propre. De la lettre simple, M, le nom de scène de Mathieu Chédid, au syntagme long, de nombreux titres de films ou de livres, en passant par tous les types de mots, le choix est on ne peut plus large. La classe des noms propres dans sa généralité est entièrement couverte, ce qui laisse supposer que tous les signes, voire des suites de caractères à l'instar de QFWFQ chez Calvino, pourraient être des illustrations dans nos typologies. Si l'on prend Stalingrad ou Waterloo, ces noms sont généralement perçus en tant que toponymes mais l'on peut les décrire comme des polémonymes selon le terme de Pavot et ils fonctionnent aussi comme des chrononymes, depuis Waterloo, synonyme de 1815. De ce point de vue, la variété des usages se marie mal avec la logique fixatrice des typologies. À l'inverse, une typologie qui contiendrait Waterloo dans la plupart des cas serait contestable.
Un journaliste du Canard enchaîné écrit à propos d'un syndicaliste du journal La Provence qui a reçu plusieurs primes sans raison officielle. Ce n'est pas la Provence, c'est l'Amérique. 5-18. S'agit-il toujours d'un nom de journal ? Nous avons plutôt affaire au toponyme, mais uniquement pour créer une isotopie avec Amérique. Toutefois, on pourrait dire qu'Amérique n'est pas un toponyme dans cette expression, mais le jeu de mots la défige partiellement en faisant ressortir le fait que ce nom est prioritairement un toponyme. Les deux niveaux, nom de journal et toponyme d'un côté, partie d'une locution et toponyme de l'autre, cohabitent donc dans cet exemple. Les typologies ne fonctionnant que sur un niveau, elles ne sont pas d'une grande aide pour ce type d'énoncé complexe. Les typologies fondées sur le référent entraînent une autre difficulté. Si dans une approche naïvement référentielle, Nicolas et Sarkozy sont substituables, ils ne le sont pas toujours dans des textes. Ils n'apparaissent pas nécessairement dans les mêmes contextes et ils ont d'un classème différent, ce qui implique des différences morphosyntaxiques. Il peut ensuite y avoir une marque affective liée au prénom. Ses adversaires politiques ne l'appellent pas Nicolas. Il y a encore quelques dizaines d'années, il était d'ailleurs impensable d'apostropher le président par son prénom, parce qu'un prénom ce n'est symboliquement pas identique à un nom de famille. La typologie référentielle a donc tendance à araser des distinctions qui sont patentes. Grimaud va plus loin et juge que le nom de l'auteur, comme tous les seuils, titres, phrases liminaires ou clôtures du texte, est un des lieux privilégiés de l'écriture. Dans un cadre littéraire, un nom d'auteur n'est donc pas un anthroponyme comme les autres car il n'a pas la même fonction. Dans le même ordre d'idées, Foucault juge que le nom d'auteur exerce par rapport au discours un certain rôle, il assure une fonction classificatoire. La question des noms de peuples soulevée par Choran est cruciale, car elle est toujours sujette à discussion. Je défends personnellement l'idée qu'ils peuvent être employés en tant que noms propres ou comme noms communs selon les contextes. À un moment donné j'ai ressenti le besoin d'en découdre. Peut-être quand nous courions dans les bois avec les viettes au cul. Génie, l'art français de la guerre, Gallimard, 2011, page 630. 2. Les Vietnamiens de culture française, vivant en France depuis plus ou environ d'un quart de siècle, ne doivent-ils pas https://monde-diplomatique.fr/monde-1977/05/a/34225. 3. Je dirais donc qu'au premier abord, les Vietnamiens peuvent paraître froids, distants et peu aimables avec les touristes. https://oiseauros.com/2015/01/17/ pourquoi-visiter-le-Vietnam / Si un nom propre renvoie à un individu, qui peut être collectif, il devient alors nécessaire de distinguer les occurrences qui renvoient à l'ensemble, l'exemple 3 qui regroupe les Vietnamiens dans leur intégralité, et ceux qui renvoient à une partie, 1 et 2, où seules des fractions de la population sont concernées. Ce cas démontre que si la distinction est contextuelle, une typologie peut difficilement être un reflet exact de la catégorie. Il devient extrêmement compliqué de fixer hors contexte des changements qui dépendent justement du contexte. La question est d'autant plus problématique que les locuteurs ne s'inquiètent que rarement de savoir si la forme qu'ils emploient est un nom propre ou commun. Ainsi, pour reprendre le roman cité dans 1, Jenny écrit 4. Vous avez fait quoi dans cette histoire ? Moi ? Tout. France Libre Indo Djebel. Un peu de tôle et depuis, rien. Jenny Opsite page 47. L'écrivain mélange ici différents types de noms. Ils forment un tout cohérent car ils possèdent un lien sémantique, mais les distinctions catégoriales n'ont ici aucune forme de pertinence. 4. Pour conclure, les différentes typologies décrites ressemblent à des variations sur un même canevas, allant de la plus synthétique à la plus détaillée. La ressemblance est pourtant de façade entre linguistique informatique et linguistique plus classique, puisque sur le plan de l'opposition nom propre nom commun, les projets divergent. Si la distinction est tout à fait secondaire dans les travaux en TAL, les entités nommées comprenant les deux types de noms, elle devient essentielle dans le second cas puisque la typologie repose sur cette distinction, elle sera le critère d'inclusion ou d'exclusion. Nous sommes confrontés à deux problèmes principaux. Le premier est celui du but de la typologie. S'il semble généralement clair en TAL, il n'est quasiment pas exprimé chez les philosophes et linguistes.
Une typologie n'est pourtant pas une finalité en soi. Le risque est alors de pousser le rocher de Sisyphe de l'exhaustivité, de vouloir présenter plus d'exemplaires que ses prédécesseurs. Le second problème en découle. Il est essentiel de définir clairement ce qu'on appelle un nom propre et d'éviter ainsi de laisser parler son ontologie personnelle. D'autres écueils se dressent ensuite, liés au caractère figé d'une typologie qui s'oppose à la dynamique des langues. Le cadre des typologies est unidimensionnel, et les auteurs en viennent parfois à négliger les variations diachroniques et diatopiques. La diversité externe et interne des langues n'est généralement pas prise en compte car le modèle référentiel nie toute spécificité des langues. Si un terme est un nom propre en français, son équivalent en anglais, en nahuatl ou en thaï sera aussi un nom propre, ce qui reste à prouver. Si l'on insiste, comme j'ai pu le faire ailleurs, sur l'importance du contexte dans le fait qu'un élément devienne ou non un nom propre, le modèle des typologies actuelles montre vite ses limites. Elles sont nécessaires mais trop limitées pour être pleinement efficaces. Un autre modèle de typologie, peut-être moins fondé sur le référent, est sans doute souhaitable. Bibliographie. AGAFONOVClair, Thierry Grasse, Denis Morel, Nathalie ROSSIGENSANE et Agatha Savary, 2006. La traduction multilingue des noms propres dans PROLEX, Meta, volume 51, numéro 4, page 622 à 636. ALLERTONDJ, 1987. The Linguistic and Sociolinguistic Status of Proper Names, Journal of Pragmatics, volume 11, numéro 1, page 61 à 92. Barro Pérez Elena, 2008, El nombre propio en espagnol, Madrid, Arco. Ballard Michel, 1993, le NP en traduction, Babel, volume 39, numéro 4, page 194 à 213. Choran Jacques, 1994, 2 livres sur le nom propre, Marie-Noël Gary-Prieur. Grammaire du nom propre et Kerstin Jonasson, le nom propre, construction et interprétation, Nouvelle revue d'onomastique, numéro 23 à 24, page 3 à 12. CHINCHOR Nancy, 1997. Overview of MUC7 mai 2. http://yaoui/project/project.yahweh/MUC-894.02/project/related-back-project.project.muc-project-project.baroblique-myc-project/appendice. Dai Béatrice et Emmanuel Morin, 2000. Reconnaissance automatique des noms propres de la langue écrite, les récentes réalisations. Traitement automatique des langues, numéro 41 tiers, page 601 à 621. Fernandez Leborans Maria Ressus, 1999, El nombre proprio, Grammatica descriptiva de la lengua española, volume 1, Madrid, Espasa Calp, page 77 à 128. Foucault Michel, 1983, Qu'est-ce qu'un auteur? Conférence du 22 février 1969, Littoral numéro 9, page 3 à 37. Grasse Thierry, 2002 Quoi? Vous voulez traduire Goethe? Essai sur la traduction des noms propres allemands-français. Bern Peter Lang. Grimaud Michel, 1990, Les onomastiques. Champ, méthode et perspective, Nouvelle revue d'onomastique numéro 15 à 16, page 5 à 23. Jonasson Kerstin, 1994, Le nom propre, Construction et interprétation, Louvain-la-Neuve, Duculot. Mandola Malgorzata, 2017, Les équivalents français des noms géographiques polonais. L'exonymisation en français des toponymes du territoire de la Pologne, thèse de doctorat Université Rennes 2. Martino Claude, Elsa Tolone et Stavroula Voyatsi, 2007, Les entités nommées, usage et degré de précision et de désambiguïsation, in 26e colloque international sur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.